Le financement est essentiel, mais doit être octroyé au bon moment et pour la bonne raison. Donner des fonds une fois l'entreprise terminée est inutile. Toutes ces petites et moyennes entreprises recherchent du réseautage, elles recherchent de la collaboration, elles recherchent des co-entreprises, elles recherchent du financement. Mobin Rafik est cofondateur et président du Club mondial et du Commonwealth des petites et moyennes entreprises GCSME qui combat la pauvreté en favorisant un développement économique inclusif grâce aux petites et moyennes entreprises dans plus de 80 pays. Comment ce Club mondial des petites et moyennes entreprises fonctionne-t-il et comment avez-vous créé cet écosystème de 54 pays et de milliers de membres? J'ai eu l'avantage de visiter 85 pays et peut-être 400 à 500 villes. Je te le dis, Dinis, la problématique des petites et moyennes entreprises est la même partout. Je dis parfois que quoi que je fasse, j'aime d'abord voir la sortie. Si quelque chose tourne mal, où est ma sortie? Tu veux faire partie de quelque chose de plus grand? En t'abonnant, tu n'as pas seulement accès à un contenu incroyable, tu rejoins aussi une communauté de personnes partageant les mêmes idées, passionnées par l'innovation, la technologie et le business. Abonne-toi maintenant et créons quelque chose d'incroyable ensemble. Bienvenue dans la famille. Bonjour et bienvenue dans l'émission podcast YouTube de Dinis Guarda, une fois de plus propulsée par citiesabc.com, businessabc.net et wisdom.ai. Nous continuons de présenter les leaders mondiaux, les penseurs et les personnes qui changent le monde, un monde de plus en plus, je dirais, bouleversé et inspiré par les technologies, par l'intelligence artificielle, par beaucoup de choses différentes, mais surtout, ce que nous célébrons et mettons en avant dans cette série, ce sont les acteurs. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Mobin Rafik, entrepreneur fort de plus de 45 ans d'expérience en ingénierie, industrie et philanthropie, issu d'une entreprise familiale pakistanaise ayant construit la première installation de reconditionnement de moteurs avec des machines modernes importées des États-Unis et d'Italie. Mobin Rafik, vous êtes un professionnel expérimenté avec plus de 45 ans d'expérience dans les affaires, l'ingénierie, l'industrie et la philanthropie. Votre expérience, dévouement et passion sont uniques. Et aussi, vous êtes une légende dans le monde des affaires mondialement. Tout d'abord, en tant que personnalité très inspirante, mais aussi en tant que cofondateur et président du Commonwealth Entrepreneur Club, qui est l'une des plus grandes organisations d'affaires et de petites et moyennes entreprises au monde, avec un réseau de 54 pays. Vous avez également un immense parcours dans l'ingénierie. Comme mentionné sur la philanthropie, en ajoutant une approche centrée sur l'humain. Lorsque je vous ai rencontré, vous avez mentionné quelque chose à propos de votre père et maintenant vous avez changé votre vie. Donc avant de commencer et d'aller plus en profondeur dans votre carrière, si vous pouviez revenir à vos 12 ou 14 ans, comment vous verriez-vous aujourd'hui et qu'est-ce que vous auriez fait différemment? Et quels seraient les moments qui ont changé et fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui? Quelle excellente question vous avez posée. Cette question me prendrait toute la journée, je n'en finirai pas. Donc, ce que je vais faire, c'est vous remercier beaucoup, ainsi que votre équipe. Une très bonne interview et une excellente introduction. Désolé. Je pense que je vais juste vous donner rapidement une idée, parce que mon père était une légende. Donc, tout ce que je fais chaque jour, croyez-moi, quand je termine ma phrase, mon père intervient toujours. Donc, l'importance de mon père aujourd'hui, tout ce que je suis en quelque sorte un reflet. Et évidemment, je veux que mes enfants le sachent parce que, vous savez, dans cette partie du monde, au Royaume-Uni, les gens ne comprennent pas beaucoup de choses. Donc, j'ai eu beaucoup de chance d'être né dans une famille très industrielle. Mais pour revenir là où tout a commencé, depuis 130 ans, ma famille est dans les affaires. Mon père a migré de Delhi au Pakistan, à Karachi, en 1947.
Et il a eu beaucoup de chance car dès qu'il est arrivé à Karachi, à cette époque, c'était la capitale du Pakistan. Donc, il y avait un monsieur qui voulait aller à Delhi, un monsieur indien. Alors, il est parti. Il nous a donné leur petite unité de fabrication. Et donc, il a pris la nôtre à Delhi. Donc, nous avons bien commencé à Karachi. Et en 2 ans, mon père a pu lancer la plus grande industrie d'ingénierie de l'époque au Pakistan. Et donc, c'était une bonne période pour eux et probablement jusqu'en 1960, la porte de leur industrie ne fermait même jamais. Donc, ils travaillaient jour et nuit. Et c'est à ce moment-là que parfois j'allais passer mes nuits dans la salle des gardes parce que mon père faisait le tour et j'étais très proche de lui. Et comment tout a commencé, c'est que pendant que je jouais dans l'usine, je voyais les fours, je sentais l'odeur des fours, je me demandais comment ces gens gagnaient leur vie. Donc, pour moi, je ressentais simplement cela et la relation de mon père avec les ouvriers était tellement proche que tout le monde l'appelait frère et vous. Vous savez, bah, c'était l'un des plus grands technocrates que j'ai jamais rencontré dans ma vie. Je l'ai vu travailler sur chaque machine avec ses ouvriers et tout ça. Pour moi, c'était incroyable. C'était quelque chose à cette époque où je rêvais qu'un jour je ferais la même chose, que j'aimerais travailler sur chaque machine. Et donc, pour moi, tout le temps que j'y ai passé, c'était tout ce que j'ai appris, je l'ai simplement observé, je le regardais. C'était un homme formidable et bourreau de travail. Et c'est comme ça que la vie a commencé. Donc mon rêve était qu'un jour, j'allais l'impressionner. Et le plus drôle, c'est que mon père disait toujours une chose, tous mes enfants pourront gagner leur vie, sauf moi. J'ai demandé pourquoi. Il a dit, oh, parce que j'ai littéralement grandi avec 7 familles princières de Karachi, tu sais, celles qui ont migré d'Inde. Donc, mon père pensait que puisque je traînais avec eux à mon jeune âge, je passais mon temps avec eux, il pensait que je n'allais rien faire. Mais le plus drôle, c'est que dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai rejoint mon père et croyez-moi, ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis approché de lui, je lui ai dit, Papa, je suis là, je vais travailler pour toi pendant 1 an, d'accord? Et ensuite, je ne ferai pas ton commerce, mais je vais juste travailler 1 an pour te satisfaire. Je peux le faire car mon père disait qu'aucun de ses fils ne devait travailler sur les machines qui s'en occuperaient. Vous voyez, des choses comme ça. Alors, quand je suis allé le voir, il a commencé à rire. J'ai dit, écoute, je suis là, je vais voir. Il a dit, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, je vais tout apprendre. Et il a commencé à rire. Il a dit, mais tu n'as jamais rien fait de ta vie. On n'est même pas allé au marché. On n'a jamais rien acheté. J'ai dit, écoute, quoi qu'il en soit, je viendrai de 9 à 5. Ah, c'est mon horaire pour 1 an. Et après ça, quoi que je veuille faire, tu devras le faire pour moi. Tout ce que je veux faire, tu devras t'en assurer. Il a alors ri et dit, le problème, c'est que tu ne sais rien et n'as rien fait dans ta vie. J'ai dit, allez, dis-moi ce que je dois faire pour te satisfaire. Tu ne vas pas le croire. Il m'a dit, d'accord, il y avait une rectifieuse de Villebrequin de 3 mètres de long venue d'Italie qui s'appelait Barco. Nous avions les plus grosses machines de cette entreprise italienne, le plus grand atelier de reconditionnement de moteurs, qui est toujours le plus grand au Pakistan aujourd'hui. Alors il m'a dit, va nettoyer cette machine. Je n'en revenais pas, mais j'ai dit d'accord, j'ai pris un chiffon et je suis descendu là-bas. C'est ainsi que j'ai commencé, sans jamais revenir en arrière. Donc, la chose que j'ai apprise et mon père, donc mon rêve était que, parce qu'il avait 2 ateliers, donc mon rêve était que mon père ne me voie jamais assis quelque part de 9 à 5. Ah, je voulais être à la machine, donc ça c'est autre chose, mais ce qui s'est passé, c'est que personne ne m'apprenait rien. Tous les ouvriers se moquaient de moi. Ils disaient, regarde, tu n'as pas besoin d'apprendre,
Une semaine est passée, je n'ai rien pu apprendre et j'ai commencé à réaliser qu'il m'appelait tout le fils du patron. C'était insupportable. Alors j'ai compris quelque chose et je me suis dit, d'accord, je suis donc retourné voir mon père. J'avais l'habitude de recevoir une sorte de bonne allocation mensuelle, une paie mensuelle de mon père. Alors j'ai dit à mon père, il a dit, écoute, si tu veux apprendre, va dans l'unité de quelqu'un d'autre. Je peux t'envoyer apprendre dans l'usine d'un ami. Mais dans ton usine, tu n'apprendras pas. Alors j'ai pris ça comme un défi et j'ai dit, d'accord, pas de problème, je vais le faire et te montrer que je peux le faire. C'était une industrie d'ingénierie très sophistiquée avec des machines très importantes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une solution. J'ai appelé quelques gars qui travaillaient sur les machines et je leur ai dit, je vais vous donner tant d'argent chaque jour si vous me laissez vous aider et juste manipuler un peu les machines. Je ne vais pas vraiment travailler, mais expliquez-moi les bases pour que je puisse le faire. Une technique très efficace que j'ai utilisée. Après quelques jours, ils me cherchaient tous et m'appelaient, viens ici, je fais ça, tiens-toi là, regarde-moi. C'était vraiment incroyable, je pense. Il a suffi de quelques mois pour que je m'en rapproche et je les ai convaincus que tu sais et donc, je pense qu'en 4 ou 5 mois, j'ai pu commencer à travailler et comme je les payais, ils s'assuraient que je fasse bien le travail. Voilà comment tout a commencé, mais je vous ai expliqué que c'était une longue histoire. Donc, pour faire court, j'ai fait ça. Et heureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'à cette époque, il y avait une pénurie de camions Bedford, de pistons de suralimentation. Sur le marché, donc, il y avait une pénurie. Le camion Bedford, à cette époque, était l'un des plus grands et des plus populaires camions au Pakistan, ainsi que les bus au Pakistan. Donc, quand j'en ai entendu parler, quand j'ai vu le piston, j'ai tout de suite compris que cela pouvait être fabriqué grâce à l'expérience de mon père. Alors, je me suis adressé à mon père et je lui ai dit, regarde, c'est ce que je veux fabriquer. Ce n'est pas disponible sur le marché. Comment dois-je faire? Il m'a conseillé, va voir ce monsieur et dis-lui que tu es mon fils. Il fera la coulée et tu l'apporteras pour l'installer dans ton atelier. C'est ce que j'ai fait. Donc, le soir, j'ai arrêté quelques ouvriers et je leur ai dit, écoutez, c'est ce qu'on doit faire. Alors, ils l'ont fait pour moi. Et j'ai réussi. Quand je suis allé sur le marché, j'ai réalisé qu'il était en baisse. Donc, le piston me coûtait 50 roupies, un piston. Je le vendais à 950. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai probablement gagné en rejoignant mon père pendant les 6 ou 7 premiers mois. J'ai gagné un quart de million de dollars. Maintenant, en monnaie pakistanaise, c'était quelque chose. Alors, j'ai pensé que la meilleure chose à faire était de me lancer dans la fabrication et c'est ce que j'ai fait. Donc, c'était un très bon début pour moi. Et au lieu de passer un an, vous n'allez pas le croire, j'ai passé 3 ans. Et pendant ce temps, comme j'avais déjà gagné de l'argent, je voyageais. J'ai commencé à aller en Chine, en Extrême-Orient, à Singapour, en Malaisie. Donc, pendant ces 3 années, puis pendant la même période, je suis venu probablement en 78, début 78, à Londres. Et c'était une année très importante parce qu'en septembre, ma femme était là-bas au Pakistan. Heureusement, nous nous sommes mariés et en 1979, mon premier fils est né, puis un autre en 1980. Donc, j'ai 3 garçons. Mais le point, c'est que quand je suis venu ici, ma base était très solide. Et les machines, nous avions les meilleures machines européennes. En venant en Angleterre, lors d'une promenade, mon père m'a demandé d'acheter une usine de radiateurs. C'est comme ça que tout a commencé.
Quand j'y suis allé en 1979, j'ai commencé à visiter Midland, Birmingham, Manchester, Bradford et tout ça, chaque jour environ 300 miles. Je conduisais à la recherche de machines et j'étais complètement stupéfait. Donc je savais que ma base était très solide. Je suis né et j'ai grandi dans l'industrie. Je connaissais les fours, l'atelier d'outillage et tout ça. Mais quand je suis venu ici, quand j'ai vu ça en Europe, j'ai été complètement stupéfait parce qu'ils voulaient me vendre toutes ces machines. C'était ma première expérience et je me demandais pourquoi ils vendaient leurs machines. Parce qu'il leur avait fallu des centaines d'années, mais ils disaient non, nous voulons passer au secteur des services. J'ai dit, écoutez, il vous a fallu des centaines d'années pour développer cette technologie et tous ces jeunes. Et donc, c'est là, quand je faisais le tour, j'achetais des machines. Il m'est aussi arrivé de visiter beaucoup de petites et moyennes entreprises. J'achetais donc des machines à de très grandes entreprises. Donc, sur une période allant de 1980 à 85, j'ai acheté environ 2000 machines et outils, gabarits, dispositifs de fixation. J'étais un bourreau de travail et faisais parfois le trajet Karachi-Londres jusqu'à 3 fois par mois. Donc, c'était une vie très rapide et j'étais très jeune. J'ai fait beaucoup de choses. Mais mon rêve, c'était comment rendre mon père heureux et fier. Donc, voilà comment ça s'est passé et je pensais que je voulais juste qu'il me tape sur l'épaule et dise bien joué. Et franchement, je vous le dis, j'ai travaillé toute ma vie et je n'en ai jamais eu un seul. Jamais, j'allais demander. Donc, tu n'en as jamais eu un. Merci pour cette belle histoire partagée avec nous. Donc, pendant cette période, tu as vu toute l'innovation dans l'industrialisation. Tu es aussi devenu ingénieur parce que tu construisais et transportais des corridors commerciaux. Beaucoup de choses. Donc, tu as aussi vu tous les aspects du commerce, toutes les crises, toutes les expansions, tous les moments. Parle-nous de cette variante. Parce que je pense qu'il y a une chose en particulier, parfois, quand on est dans les affaires, on sous-estime ce niveau et je pense que c'est ce qui est très spécial chez toi, ce sont ces relations, comme la relation avec ton père, les petites et moyennes entreprises, l'écosystème. C'est quelque chose que, selon moi, Internet a fait disparaître et je pense que beaucoup d'aspects du monde numérique moderne sont en train de tuer d'une certaine manière. Donc, j'adore ça et c'est l'une des choses que j'aime chez toi. En fait, je vais te dire une chose. Mon lien avec l'Inde était très fort parce qu'à cette époque, j'avais l'habitude de m'y rendre et j'ai aussi commencé à y fabriquer. Des machines textiles aussi, j'ai même exposé la mienne, Delhi. C'était en 1996 à Delhi. Salle d'exposition, je crois mal le prononcer, quelque chose comme ça. J'étais avec Benazir Bhutto, la première ministre. Ah, donc, c'était une conférence de la Société d'archéologie de Rennes et j'y étais, je crois, en mai 1986. 1996, je crois, oui. Donc, et je me souviens encore que le magazine India Today m'a interviewé parce que j'ai exposé ma première machine fabriquée, un métier à tisser sans navette. Et les gens étaient complètement stupéfaits. Tous les ministres de 5 pays sont venus et ils l'ont vu. Donc, India Today m'a interviewé. Lors de cette interview, ils avaient aussi pris ma photo. Donc, je me souviens encore que mon argument était le commerce et la collaboration. L'Inde et le Pakistan devraient en commercer et collaborer. Et oh, vous savez, donc c'était mon idée. Donc c'est toujours là. J'essaye de mettre la main sur ce magazine un jour. Donc j'ai tellement d'amis là-bas. Alors je leur demande, j'ai perdu ce magazine car j'ai l'impression que tout est fini aujourd'hui pour que les gens puissent voir mon parcours. Mais j'ai encore ces photos. Quand je les exposerai, je te les enverrai probablement. Le ministre du Commerce de l'Inde, une personnalité très populaire là-bas, était aussi présent. Donc voilà, c'est cette expérience d'achat de machines. Et ensuite, j'ai pu créer 5 à 6 petites et moyennes entreprises par moi-même où j'ai développé environ 38% des composants de tracteurs Fiat
pour la première fois au Pakistan. Donc, je suis devenu l'un des plus grands fournisseurs au monde, au Pakistan. Ma spécialisation, la raison pour laquelle j'ai réussi, c'est à cause de, je ne sais pas, je veux dire, ce n'est pas à cause de ma créativité ou quoi que ce soit. Tout vient de Dieu. Mais c'est grâce à ma passion et à mon intérêt et parce que j'ai vu plusieurs centaines d'industries en Europe. Donc, quand j'entrais dans l'industrie, comme j'avais une base très solide, mais je savais exactement ce qu'ils faisaient, et j'étais capable c'était comme avoir une mémoire photographique. Je pouvais voir comment ils faisaient, les comparer. Donc, j'ai développé des amortisseurs, des soupapes de moteur, des chemises en acier, des joints, carter et couvercle de distribution, support moteur, couvercle de prise de force, barre d'accouplement, disque d'embrayage, carter d'essieu, boîtier de mètre cylindre. Donc, si vous regardez ces composants, il s'agit d'un arbre à cames. Et donc, j'ai pu visiter les plus grandes industries, les plus petites et les moyennes. Donc, je pense que c'était ma formation et mon apprentissage. Et tout au long, quand je conduisais la nuit, croyez-moi, pour parcourir des distances parfois, c'était un moment où je ne faisais que rêver de cela. Comment c'est jeune, je dois faire quelque chose où je réalise comment créer plus d'emplois. Qu'est-ce que je peux faire pour réduire la pauvreté et qu'est-ce que je peux faire? J'ai eu une vie très rapide. Je veux dire, pour plaisanter, je vous dis, 20 ans sont passés pendant que je faisais ça. Alors, un jour, j'ai pensé que j'allais exciter mon père, peut-être l'attraper. Alors, j'ai dit à mon père, Papa, ça fait 20 ans, je n'ai jamais eu de vacances. Alors, j'ai cru que je l'avais eu. Il a commencé à rire. Il a dit, Espèce d'idiot, pour toi, chaque jour est un jour de vacances. Même le dimanche, tu visites tes usines. Donc, tu es un bourreau de travail. Si tu ne travailles pas, tu mourras. J'ai commencé à rire. Il m'a eu. Vous voyez, c'est comme ça que quand on commence à aimer son travail, l'argent devient secondaire. L'essentiel, c'est que quoi que vous fassiez, faites-le honnêtement et Dieu vous aidera. J'ai fait des choses où parfois je me dis que Dieu a été tellement bon avec moi qu'il m'a donné l'opportunité. Les choses que j'ai faites, là où je suis parti, elles sont toujours là. Personne n'a pu les porter à un niveau supérieur dans ma région du monde. Donc j'ai compris que c'était une perte nationale, c'était une grande perte que pour une raison quelconque, quand je me suis installé définitivement à Londres, après la mort de mon père, je n'ai trouvé aucun plaisir à y être. Alors je me suis dit, autant y aller puisque ma famille était basée à Londres, donc je suis venu ici, mais je pense j'y ai beaucoup appris et j'ai compris que, au bout du compte, il y a quelque chose que tu dois faire qui te rend heureux. Donc, heureusement, j'étais dans un certain nombre de choses que je faisais. Je jouais au golf, au tennis, au squash. Pendant 5 ans, j'ai pratiqué judo et karaté. Mais si je vous raconte ça, c'est parce que j'avais des affaires de sport là-bas et tout ce que j'ai vu, ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'il y avait beaucoup de chômage. Et comme j'étais aussi coordinateur dans divers programmes gouvernementaux de développement sur 5 ans, j'étais coordinateur pour l'industrie de l'ingénierie. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Et puis, grâce à mes entreprises, j'ai pu rencontrer tous les dignitaires du gouvernement, le ministère de la Science et de la Technologie, le ministère du Commerce, le ministère de l'Industrie. J'ai travaillé en étroite collaboration avec eux. J'ai travaillé avec l'automobile, la Pakistan Automobile Corporation. J'ai collaboré avec la State Engineering Corporation. Donc, heureusement, à un très jeune âge, j'ai eu un bon réseau. Et donc, je pense que mon réseau était bon et c'est là que j'ai réalisé qu'il fallait avoir beaucoup de connaissances. Heureusement, je dois ce mérite à ma mère qui, à 14 ou 15 ans, me donnait de l'argent pour lire.
Après quelques années, j'ai dit à ma mère que je n'avais pas besoin d'argent, mais de livres. Donc, je pense que cette base que ma mère m'a donnée, je lui en suis tellement reconnaissant que j'ai maintenu une bibliothèque très décente. J'aimais acheter des livres et la connaissance, je pense que ça m'a permis de rester concentré et puis mes oncles étaient aussi très instruits. Donc, eux aussi, je lisais Napoléon Hill, Dale Carnegie à l'âge de 14, 15 ans. Ils m'ont demandé pourquoi je lisais ces livres. J'ai répondu que je voulais être un bon, quelqu'un capable de réussir. Mon oncle m'a alors donné le meilleur conseil. Il a dit, lis à propos de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit quoi? Il était l'un des meilleurs planificateurs. Alors, j'ai commencé à lire les biographies et tout ça. Et quand je voyageais 2 ou 3 fois par mois, mes collaborateurs s'assuraient que j'avais assez de magazines et de livres pour mes déplacements, parce que j'étais un lecteur rapide. Mais tu sais, bon, j'essaie simplement de t'expliquer ça. Et maintenant, on va revenir à notre sujet principal. La raison pour laquelle j'ai dit que j'essaie de t'expliquer cela, c'est que pendant ma visite au Bangladesh, où j'ai été 11 ou 12 fois, ainsi qu'en Inde, au Pakistan et dans tous ces pays où je voyageais, là, ce que j'ai surtout remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui obtiennent de très hauts postes dans le gouvernement, mais malheureusement, ce que j'ai constaté, c'est que ces personnes n'ont aucune idée du monde des affaires. Parfois, il y a un homme d'affaires qui obtient un poste ministériel. Mais vous savez, la majorité d'entre eux préfèrent faire les choses à leur manière. Maintenant, c'est mon problème avec les gens. Vous savez, si vous avez un ministre de l'Éducation, si vous vérifiez, c'est un scientifique. Et puis, vous trouvez un ministre du Tourisme, vous découvrez que c'est un ingénieur chimiste. Donc, vous savez, donc, parce qu'il a demandé ce ministère. Donc, ce sont les problèmes que j'ai appris. C'est une longue histoire. Donc, j'essaie de la résumer en disant que j'ai compris que la seule façon, le plus grand problème auquel tous les pays sont confrontés, c'est qu'ils ont des joyaux dans la couronne, mais ils n'ont pas été identifiés. Pendant la période où je visitais l'industrie britannique, vous pouvez nommer n'importe quelle ville au Royaume-Uni. J'y allais pour acheter des machines. J'ai vu de très belles petites et moyennes entreprises. Et c'est là que j'ai compris que ce sont ces entreprises, quand je leur parlais, j'ai compris leur problème, c'est qu'elles n'avaient pas le réseau et elles n'avaient pas les financements disponibles. Elles avaient le meilleur produit, mais malheureusement, elles n'avaient pas le réseau, elles n'avaient pas les fonds. Le gouvernement ne les aidait pas. Cela m'a vraiment impressionné. Et depuis ce moment-là, j'ai commencé à penser que qu'est-ce que nous pouvons faire? Car ces entreprises sont la colonne vertébrale de chaque pays. Où que vous alliez dans le monde, 80 à 85% des entreprises, que ce soit au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Amérique ou ailleurs, ce sont des petites et moyennes entreprises qui permettent aux multinationales d'en tirer profit et de poursuivre leurs activités. Donc, c'est très spécial et surtout la façon dont vous avez repris une partie de l'entreprise de votre père, que vous l'avez développée à l'échelle mondiale et qu'en même temps, dans ce processus, vous avez une passion et vous avez une passion pour l'autonomisation des petites et moyennes entreprises. Donc, parlons des petites et moyennes entreprises. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et il y a 400 millions de petites et moyennes entreprises dans le monde, comme vous l'avez mentionné, dans 3 pays. Et pour nous, si vous regardez parmi ces 400 millions de petites et moyennes entreprises, principalement le Royaume-Uni, on compte environ autour de 5,5 millions de petites et moyennes entreprises. Et par exemple, vous avez mentionné le Bangladesh, le Pakistan et l'Inde. Félicitations. L'Inde compte environ 63 millions de petites et moyennes entreprises et le Pakistan aussi. Un très grand nombre aussi, 5,2.
J'ai remarqué cela et je souhaite en parler selon votre expérience d'industriel et de chef d'entreprise. Comme vous l'avez dit, la majorité des petites et moyennes entreprises sont familiales, souvent des mamas et papas. D'abord au Royaume-Uni avec 5,5. Seulement 34 000 entreprises ont plus de 50 employés. Et c'est l'économie mondiale. Et en ce moment, nous avons un paradoxe parce que d'un côté, nous avons 7 entreprises qui génèrent probablement 20% du produit intérieur brut mondial. Il s'agit principalement des grands acteurs de la Silicon Valley. Et puis, nous avons toute cette réalité, que c'est la réalité de nous tous. Je viens d'une petites et moyennes entreprises similaires à votre famille, probablement plus petites, et beaucoup de gens ne sont même pas dans cette réalité. Donc, j'aimerais parler de la passion des petites et moyennes entreprises parce que s'il y a quelqu'un qui connaît les petites et moyennes entreprises, c'est bien vous. Mais aussi, comment avez-vous commencé à vous intéresser à celles-ci avec votre succès et votre famille qui était déjà proche des petites et moyennes entreprises, puis en commençant à vous engager dans ce qui est devenu le Commonwealth Petites et Moyennes Entreprises Club? C'est une bonne question, mais je vous le dis, c'est une longue histoire. Je connaissais très bien l'Angleterre. Et donc, les 10 dernières années, quand je suis venu m'installer ici définitivement, en raison de ma nature dès l'enfance, mes amis avaient 20 ans de plus que moi, j'ai toujours cru en les personnes instruites, en la connaissance. Ça m'a toujours impressionné. Les riches ne m'ont jamais impressionné. Je suis impressionné par les personnes qui ont de bonnes valeurs religieuses, peu importe leur religion, ça n'a pas d'importance. Donc, je respecte les personnes qui sont bonnes. Deuxièmement, j'aime les personnes qui sont très instruites. J'apprécie les personnes très compétentes. Donc, c'est ma faiblesse ou quelqu'un qui a une connaissance globale et qui s'exprime bien. Avec ce type de personne, s'asseoir avec elle vous apporte des connaissances. Et ce que j'ai remarqué pendant la période où je me promenais à Londres, j'ai probablement assisté à 500 ou 600 événements, environ 5 ans alors. Et puis, j'ai commencé à comprendre qu'en allant à des événements, je rencontrais toutes sortes de personnes et ensuite mon intérêt a lentement disparu. Je me suis juste rendu compte que je n'étais pas vraiment impressionné. Sur 100 personnes que tu rencontres et tu trouves une, deux, trois bonnes personnes, nous allons nous reposer, nous sommes juste là à observer et à essayer de faire du réseautage et tout ça. Donc, petit à petit, j'ai commencé à comprendre la valeur du réseautage. Et c'est comme ça que tout a commencé. Alors, je me suis juste dit, eh bien, comment dois-je m'y prendre? Donc, pendant cette période, j'avais l'habitude d'aller régulièrement à la Chambre des communes, à la Chambre des lords, où beaucoup de gens sont devenus mes amis grâce à mon parcours au Royaume-Uni, parce que quand j'ai commencé à parler de la façon dont j'ai fait les choses en 1979, ils ont commencé à comprendre que j'avais l'expérience nécessaire. Et finalement, ils ont vu le contexte familial, ils ont vu l'expérience dans l'industrie. C'est ainsi qu'ils ont commencé à me parler et j'ai aussi la fibre de l'hospitalité. Donc, tout le monde était content et j'ai bâti une bonne réputation. Et ensuite, je viens de me rendre compte que j'ai besoin d'avoir un club. Alors, j'ai créé une société à responsabilité limitée, le Club des entrepreneurs du Commonwealth. Le Club Commonwealth Entrepreneur Club. Et heureusement, en un an, j'avais quelques milliers de membres grâce à mon réseau et j'ai pu parler aux gens. Tout le monde a adoré l'idée du Club des entrepreneurs du Commonwealth. Et puis j'ai commencé à comprendre que le problème auquel je faisais face était le suivant. Lorsque je rencontrais les diplomates,
les hauts commissaires des pays du Commonwealth, puis je rencontrais aussi beaucoup d'ambassadeurs. Alors, il disait toujours, mais nous ne faisons pas partie du Commonwealth. Nous sommes Européens. Donc, je commence à comprendre que je dois l'élargir pour que tout le monde puisse rejoindre le réseau. Alors, j'ai changé le nom de Commonwealth Entrepreneurs Club en Club mondial et du Commonwealth des petites et moyennes entreprises. Et maintenant, nous avons des milliers et des milliers de membres et ce que nous avons fait exactement, tout le monde a vu une grande opportunité parce que ce dont je parlais, ils comprenaient le langage que les petites et moyennes entreprises sont très importantes, mais je parlais du vrai problème. Ce qu'ils recherchent, c'est tout cela. Et les petites et moyennes entreprises recherchent du réseautage, elles recherchent de la collaboration, elles recherchent des co-entreprises, elles recherchent du financement. Et maintenant, il n'y a pas une seule organisation, il y en a quelques-unes, mais malheureusement, quand on voit le directeur général qui dirige ces organisations, il n'a aucune connaissance pratique. Il n'a aucune expérience dans l'industrie. L'industrie reste l'industrie, qu'elle soit petite, grande, peu importe, elle a de l'importance. C'est ce que j'ai compris. Si je pouvais rassembler cela sous l'égide de cette plateforme, et je pense que j'y suis parvenu, j'ai eu beaucoup de succès. Les gens ont commencé à m'écouter et j'ai commencé à partager les idées. Je voyageais. Beaucoup d'histoires au Bangladesh, en Inde et dans de nombreux autres pays, y compris au Moyen-Orient, et tout cela. Alors, j'ai commencé à m'y intéresser, mais la partie malheureuse, c'est que beaucoup de gens se sont associés. Et puis, après 2 ans, 3 ans, ils sont revenus vers moi. Ils m'ont dit, écoute, tu sais comment on s'y prend? C'est là que tout a commencé. Je n'arrivais pas à y croire. J'avais été si transparent et j'avais fait tous ces documents, des milliers et des milliers de modèles magnifiquement. Je l'ai fait concevoir. Mon équipe travaille avec moi depuis de nombreuses années et j'ai été choqué. Et puis j'ai réalisé que, vous savez, il fallait tout rassembler sur une seule page au lieu de écrire toute votre vie. Les gens n'ont pas le temps, donc c'est là que tout a commencé et j'ai commencé à faire des messages très courts. Maintenant, mon message à tout le monde, c'est regardez, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous? Visitez notre site web. Voilà, c'est ça mon pitch. Et j'ai remarqué que généralement, quand les gens y vont, ils le voient et ensuite ils reviennent. Donc, c'est comme ça que l'histoire des petites et moyennes entreprises a commencé et j'ai réalisé que j'étais sur la bonne voie parce que je me suis rendu compte que j'ai rencontré un certain nombre de présidents de pays africains et tout cela lorsque j'ai eu une audience avec eux. Parce qu'à Londres, j'ai le plus grand avantage. C'est que tout le monde vient à Londres, vous savez. Et tous ces diplomates auxquels vous vous rapprochez, ils se souviendront de vous et ils feront en sorte que, parce que vous ne trouvez pas beaucoup de gens à Londres qui peuvent parler des petites et moyennes entreprises, qui peuvent parler de l'industrie, qui peuvent parler du développement des compétences, qui peuvent parler des centres de formation professionnelle. Donc, c'était mon argumentaire. C'était quelque chose qui m'a toujours motivé et rendu heureux. Et donc, c'était la mission. Et je vais vous dire une chose, ça prend du temps. Pato Rome ne s'est pas fait en une nuit, mais j'ai compris que c'était une période difficile. C'est très sérieux et il y a eu des moments où j'ai été découragé que quel genre de personnes ils sont, parce que vous voyez, je ne parlais pas de l'industrie du cinéma, je ne parlais pas de l'art dramatique, je parlais du vrai problème et c'est le plus grand terroriste dans ce monde, c'est la pauvreté, vous voyez. Donc, les gens parlent de tous ces problèmes. Personnellement, je pense que si nous pouvons nous occuper de la pauvreté, mais encore une fois,
La question est, comment faites-vous? Comment soulagez-vous la pauvreté? Comment réduisez-vous la pauvreté? C'est quelque chose qui est... Ce n'est pas de la science-fusée, c'est une question très simple. Donc, je ne parle pas de méga projets où il vous faut des milliards de dollars, puis il vous faut un rapport de faisabilité, PC, un PC2, ceci et cela. Ce que je crois, c'est que le plus grand avantage des petites et moyennes entreprises, c'est que c'est quelque chose que vous pouvez réaliser en 6 mois à 1 an. D'accord? Donc, si vous pouvez et que le financement est faible, vous savez, il faut avancer petit à petit. Mais comme je l'ai dit, j'ai été dans tellement de pays où les banques petites et moyennes entreprises sont dirigées par des banquiers. Donc, encore une fois, le problème reste le même. La passion n'est pas là. Comme je l'ai dit au Bangladesh, j'y suis allé. Les principales banques de microcrédit là-bas m'ont adoré car je leur ai apporté une solution. Je leur ai dit d'écouter, vous donnez de l'argent aux gens. Ils perdent de l'argent. Pourquoi ne pas leur offrir une compétence plutôt que de l'argent? Et cela ne va rien vous coûter. Donnez-leur un tour. Donnez-leur une machine qu'ils peuvent utiliser. En 1 mois, ils peuvent se former et bien gagner leur vie. Donnez-leur un rickshaw. Voilà donc mes idées lorsque je discute avec toutes les célébrités là-bas. J'ai un énorme réseau là-bas et j'ai réalisé que ces personnes, elles étaient très importantes. Je parle de 2 ou 3 amis à moi sont morts, dont le docteur Zafarullah Chaudhry. Il dirigeait une entreprise, la plus grande organisation non gouvernementale, Gono-Shastro Kendra, signifie centre de santé. L'homme dont je te parle, c'était une légende. C'était quelqu'un qui a élaboré la politique pour l'industrie pharmaceutique, les soins de santé et tout ça. Un grand homme, probablement 30 ans de plus que moi ou 25 ans de plus que moi. Je n'ai jamais vu à quel point c'était un grand homme. Et je vous le dis, quand j'étais au Bangladesh, je jouais au golf, au club de golf de Karmatola. Alors, j'ai rencontré un ami à moi. Il était général là-bas, le général Matine. Je lui ai demandé que je voulais rencontrer le président de la banque de microcrédit ASA. Il a accepté. Allons-y demain. Et vous serez surpris d'apprendre que le magazine Forbes a mené une recherche sur 650 banques de microcrédit dans le monde. Et ils en ont sélectionné 50, les meilleurs microcrédits. Et parmi ces 50 meilleurs microcrédits, le numéro 1 était ASA Microcrédit, celui dont je parle. Donc, j'étais là le matin avec lui et croyez-moi, en 3 minutes, le gars est devenu mon ami. J'avais avec moi mon ami très proche, Matine. Je lui ai juste dit une chose. J'ai dit, regarde, c'est une banque de microcrédit qui possède 5000 agences, 25 000 employés. Je lui ai demandé pourquoi il ne donnait pas de compétences. Il était tellement enthousiaste, il m'a donné un bout de papier. Il a dit, d'accord, faisons-le. Certains sont des faiseurs. De même, beaucoup sont morts il y a quelques années. Mais je vous le dis, je n'en ai jamais rencontré des gens comme ça. Et il y est vraiment arrivé. Vous savez, si vous regardez bien, le Bangladesh devient comme une Mecque du microcrédit. De la même manière, ce monsieur, je veux dire, j'ai aussi pu rencontrer des gens extraordinaires. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que j'ai rencontré les plus grands esprits du monde. Ce que j'ai vu en eux. De retour à Assam, son père a demandé à son fils de me faire visiter le bâtiment. En visitant le bâtiment, j'ai demandé à son fils ses projets d'avenir. Il m'a répondu vouloir trouver un emploi. J'ai dit, et c'est ton projet. Il a répondu, avec mon père, je ne pourrai pas acheter de voiture. Je dois partir et le lendemain, Assam m'a invité chez lui. Un petit appartement, tu vois, c'est là que j'ai compris que des gens comme mon père, des gens comme lui, tu sais, pour eux,
l'argent n'était pas si important. Ils gagnaient tellement d'argent avec la simplicité de leur vie. Tu sais, il faut être une personne simple avec une grande idée. De la même manière, on m'a demandé de rencontrer le docteur Zafarullah Chaudhary au Bangladesh, qui possède probablement une université, 2 écoles de médecine, 17 hôpitaux, 120, je ne sais pas, hein, il est tellement important et on m'a dit que ce monsieur, je ne pourrais pas accrocher avec lui. Et donc, mais j'ai dit d'accord, moi, très bien, laissez-moi le rencontrer. Tu ne vas pas le croire. Je voyais un homme âgé, une figure paternelle, et tous les jours, à 5 heures du matin, il quittait sa maison, allait dans les villages pour faire des opérations. C'est l'une des plus grandes célébrités, si tu regardes bien, au Bangladesh, le docteur Zafarullah Chaudhuri. Si tu le recherches sur Google, tu découvriras le Gunashastra Kendra Health Center. Cet homme, tu ne vas pas le croire, il m'a écouté pendant 5 minutes. 5 minutes, il allait me mettre dehors. Soit il allait m'accepter. Et si en 5 minutes, il a appelé quelqu'un pour une tasse de thé et tout ça. Donc, ça a été mon succès. Parce que je l'ai su, car il y avait des milliardaires là-bas qui voulaient le rencontrer. Ils n'ont pas pu le rencontrer, ils refusaient de les recevoir. Donc, c'était un gentleman qui, en 1970, était médecin à Londres lorsque le problème entre le Pakistan oriental et le Pakistan occidental a commencé. Donc, il est retourné au Bangladesh et il avait un hôpital en bambou et c'est là qu'il a soigné ses gens et tout cela. Un grand homme. Et en 5 minutes, il est devenu mon meilleur ami. Que tu saches le temps que j'ai passé avec lui et donc, encore une fois, c'était petites et moyennes entreprises parce que ce dont j'ai parlé quand il m'a écouté, c'est une longue histoire, toutes les choses que j'ai faites avec lui, mais je te dis que c'était un privilège d'avoir passé autant de temps avec lui et avec de belles personnes et je ne suis rien devant ces gars-là. Mais la bonne chose, c'est désolé. Non, c'est une très belle expérience. Je veux aborder le domaine des petites et moyennes entreprises parce que c'est un domaine qui te passionne depuis toujours et j'aimerais aussi expliquer le travail que tu as fait pour impliquer 54 pays. Donc, pour les gens qui nous écoutent, la majeure partie de l'économie mondiale repose sur les petites et moyennes entreprises qui comptent moins de 34 000 à 50 000 employés. C'est déjà une petite et moyenne entreprise de taille moyenne. Et comme je l'ai dit, les plus grands coûts et les plus grands défis pour les autres petites et moyennes entreprises sont effectivement la hausse des coûts, la gestion de la trésorerie, surtout l'accès au capital, ainsi que l'innovation, la gestion des talents et la transformation numérique qui s'accélère, en plus de l'instabilité économique croissante. Donc, d'après votre expérience, vous touchez beaucoup au financement, au travail que vous avez fait avec les investissements. Vous venez de mentionner cela, les petites et moyennes entreprises, les banques, etc. C'est l'un des plus grands enjeux parce que, comme vous l'avez dit, le plus grand ennemi du progrès et en fait l'allié de, je pense probablement de la disruption, c'est la pauvreté. Donc, j'aimerais approfondir ce point parce que je trouve que votre travail là-dessus est incroyable et vraiment remarquable à bien des égards, mais je pense que la plupart des gens ne comprennent pas parce que les gens comprennent, d'accord, je veux avoir une sécurité, ils veulent avoir ceci, mais ils ne comprennent pas le défi que représente la gestion d'une entreprise, la création d'emplois et le fait de la maintenir en activité. Je pense encore une fois que je vais revenir à mon père avant de commencer. Quand je suis parti au Pakistan pour acheter une machine, mon père m'a donné un conseil et je peux vous dire que cela a changé ma vie. Alors, il m'a dit qu'il voyait déjà que j'avais bien réussi, que j'étais un excellent machiniste, le plus rapide. J'avais tout appris. Et j'étais évidemment né dedans. Donc, vous savez, Dieu a été bienveillant. Si Dieu veut vous utiliser, il vous prépare à cela. Donc, je ne courais après rien, mais ce qu'il m'a dit a changé ma vie. Il m'a dit que lorsque tu vas quelque part, comme mes bases étaient très solides, je savais exactement comment fonctionnent les industries d'ingénierie,
très sophistiqué. Je n'avais vraiment pas peur. Mais il m'a dit que lorsque tu veux fabriquer quelque chose, et là, il y a toujours un volume. Que la même chose, tu peux la produire par centaines. La même chose, tu peux la produire par milliers. Et la même chose, tu peux la produire par centaines de milliers. Alors, il m'a dit, donc tu dois décider. Comment décides-tu? Comment fabriquait-il il y a 100 ans ou il y a 50 ans? Je pense que ça a changé ma façon de penser. Donc, quand je suis descendu en Angleterre, quand je rendais visite, j'ai immédiatement réalisé que les machines modernes qu'il produisait étaient très chères. Et j'ai compris que même si je pouvais acheter cette machine, nous ne serions même pas capables de l'entretenir, car nous n'étions pas prêts pour tous ces gadgets sur la machine. Alors j'ai appris, comme tout le monde le sait, une chose, il faut toujours garder les choses simples. Et d'abord, je dois faire les bases, c'est-à-dire comment puis-je produire quelques centaines de ces composants en petite quantité et le diviser de manière à utiliser une technologie simple pour le rendre plus intensif en main-d'œuvre au lieu de moins de main-d'œuvre. C'était mon succès que, quoi que je fasse, je jouais, je rendais tout très simple. Des machines, des opérations simples, je les divisais en 10 opérations en utilisant notre main-d'œuvre bon marché. C'était classique dans ce que j'ai fait et cela, c'est des machines simples que j'ai probablement formées. Et des milliers de personnes dans mes 5 sections mécaniques, c'était un tel plaisir d'avoir des gens qui étaient habitués à nettoyer les sols. Je les ai amenés directement à la machine. J'ai passé 1 heure à leur expliquer. Je vous le dis, ils sont devenus les machinistes les plus rapides. C'est donc là que tout a commencé. Mon expérience pratique m'a convaincu que la fabrication de machines à faible coût est très importante et que cela dépend, comme on dit souvent au Royaume-Uni, à chaque cheval sa course. Donc, pour chaque objectif, il faut un cheval différent. Vous savez, pour une course d'obstacles, vous en avez un différent. Pour la course, vous en avez un autre. C'est la même vieille histoire que j'ai apprise. Pour entrer dans une petite et moyenne entreprise, la première chose dont vous avez besoin, des personnes qualifiées, c'est le plus important. Si vous parlez de l'industrie, que ce soit une petite et moyenne entreprise ou une multinationale, peu importe, le plus gros problème, c'est que vous avez besoin de main-d'œuvre qualifiée. La partie malheureuse en Angleterre, c'est que dans les années 80, ils ont fermé tous leurs instituts polytechniques et les ont transformés en universités. L'Allemagne a continué. Les Italiens ont poursuivi, créant les meilleurs instituts polytechniques. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas travailler, qui ne peuvent pas entrer dans un plan d'ingénierie sur 5 ou 6 ans, aller apprendre. Ils n'ont pas le temps. Au Royaume-Uni, parfois, le plombier est la personne la plus riche. L'un des hommes les plus riches du Royaume-Uni dirige une organisation. Il a principalement gagné son argent grâce à cela, donc la compétence était essentielle. Le problème, c'est qu'ici, nous n'avions pas les techniques. C'est là que j'ai compris que les centres de formation professionnelle sont la colonne vertébrale de tout pays. Donc, vous commencez d'abord par former les gens et pendant que vous les formez, vous serez surpris, vous aurez aussi beaucoup d'entrepreneurs. Certains d'entre eux, c'est comme ça que tout commence et je pense que c'est aussi là que mon parcours a commencé.
Donc, pour revenir à cela, parce que vous avez abordé beaucoup de sujets, je voudrais d'abord, pour les personnes qui nous écoutent, expliquer comment fonctionne le Commonwealth, maintenant le Global Petites et Moyennes Entreprises Club, et comment vous avez construit cet écosystème de 54 pays et de milliers de personnes à travers le monde. J'avais l'avantage, j'avais l'avantage d'avoir visité 85 pays et peut-être 400 ou 500 villes. Et voyager était l'une des meilleures expériences et on apprend beaucoup en visitant. Pour moi, je ne visitais pas de musée ni de bord de mer. Pour moi, c'était l'industrie. Aller dans l'industrie et comprendre quels sont leurs problèmes. Je te le dis, Denis, le problème des petites et moyennes entreprises est le même partout. Par exemple, je te donne un exemple. Récemment, je parlais à quelqu'un en Arabie Saoudite. Maintenant, il parle de la vision 2030, mais tu vois, depuis tant d'années, j'entends parler de cette vision 2030, mais tu sais, s'ils veulent avoir 500 000 petites et moyennes entreprises, ce n'est pas possible. Parce que la raison, c'est que acheter un hôtel ou ouvrir un café, ouvrir un restaurant, c'est une autre histoire. Mais quand tu parles de créer une industrie, que ce soit dans le textile, l'ingénierie ou la santé ou n'importe quel autre domaine, là, vous avez besoin de compétences et vous avez besoin de technologie, de financement et d'entrepreneurs. Donc, ce dont je parlais, c'est qu'en Arabie Saoudite, c'est ce que je leur ai demandé, c'est ce que je leur ai dit. Écoutez, vous savez, d'accord, 500 000, où sont les 500 000 entrepreneurs? Je dis qu'il faut d'abord développer des entrepreneurs. En plus de cela, il faut ensuite des personnes qui peuvent apporter des compétences, de la technologie, puis ils ont la collaboration, la co-entreprise. Cela n'est possible qu'à ce moment-là, sinon ce n'est qu'un rêve, même si vous en parlez des milliards de fois. Mais il faut être très sérieux, ce n'est pas possible. Parler, c'est facile, on peut continuer et c'est là que je ressens. Puis j'ai décidé, et c'est là que vous entrez aussi en jeu, que sans des personnes comme vous, comme moi, la seule façon, c'est que cette synergie est très importante. Nous sommes arrivés à un âge où, vous savez, maintenant, si vous faites un projet, vous allez gagner de l'argent, mais à la fin de la journée, l'argent n'est pas si important. Vous savez, à la fin, nous atteignons un niveau où pour nous, l'héritage est important. Et c'est là que Travail, je fais un excellent. une équipe formidable de personnes dans différents pays. Et maintenant, j'ai environ 250 organisations en Corée du Sud. J'aurai environ 500 entreprises en Corée du Sud et de la même manière, j'ai des milliers d'entreprises dans différentes parties du monde où je suis allé. Ma principale raison était de comprendre ces pays, ces villes. Donc, ça va. Maintenant, je réalise une chose. Ce que nous faisons, c'est trouver des personnes partageant les mêmes idées. Je veux aborder un point que tu as mentionné et qui est essentiel pour moi, comme tu l'as dit, pour l'Afrique du Sud et l'Arabie Saoudite, c'est le plus important. L'important est quand même de créer des entrepreneurs et de développer un sens du risque, mais aussi un sentiment d'accomplissement. Car l'un des défis, comme tu l'as mentionné, dans la plupart des systèmes éducatifs, je parle portugais, un peu français, il y a une stigmatisation autour du fait d'être entrepreneur, même si je suis moi-même fils d'entrepreneur. Et cette stigmatisation, c'est quelque chose qui détruit la société parce que si tu n'as pas l'esprit d'entrepreneuriat, tu méprises les entrepreneurs et tu n'innoves pas. Donc, tu deviens un problème. Tu deviens un défi à ce niveau-là. D'après ton expérience, qu'est-ce qui fait un entrepreneur? Et aussi, comme tu l'as dit, tu aimes apprendre des jeunes, mais pour les gens qui nous écoutent, quelles sont les vraies caractéristiques des entrepreneurs, surtout ceux qui ne renoncent jamais? Parce que c'est très facile d'en parler, mais agir concrètement, c'est très différent.
Je pense, Denise, que la chose la plus importante, c'est qu'il faut avoir des rêves et il faut aussi travailler pour les réaliser. Les jeunes ont beaucoup de chance. À notre époque, nous n'avions pas de téléphone portable, nous n'avions pas d'ordinateur. Je connais toutes ces histoires sur la façon dont nous faisions dans les années 80 quand je voyageais. Je n'avais pas de téléphone ici, pas de téléphone portable à cette époque, mais je me souviens encore qu'à cette époque, quand j'ai acheté une voiture, on avait tout ça, mais il n'y avait pas de système de positionnement global, il n'y avait rien. On regardait juste une carte et on descendait, notre esprit travaillait. Mais maintenant, ces jeunes sont tellement chanceux. Vous savez, pour moi, être assis à Karachi et me renseigner sur Birmingham et toutes ces machines, les appeler, dépenser une somme incroyable d'argent au téléphone, ceci et cela, acheter des machines, sortir quelqu'un venant d'une autre partie du monde. C'était difficile, mais maintenant, honnêtement, c'est tellement facile. Vous savez, à notre époque, on peut apprendre, on peut trouver des informations du bout des doigts. Donc, c'est une grande bénédiction de ne pas avoir à expérimenter. J'aime apprendre des erreurs des autres, mais je fais quand même des erreurs. Le plus intelligent apprendra et verra que tout est disponible dans ce monde. Mais comme je l'ai dit, le plus important, c'est qu'il faut ne pas rêver, il faut être pratique, d'accord, et travailler en conséquence. Il faut être assez courageux et depuis de nombreuses années, je garde quelques-uns de mes propres livres et ma famille se moquait de moi en me demandant pourquoi diable je ne les imprime pas et ne les publie pas. Mais pour moi, c'était mes histoires de vie et je pensais qu'au bon moment, la bonne opportunité viendrait. Alors maintenant, j'ai terminé ces livres parce que je pensais que c'était important, parce que j'aime partager mon expérience avec les autres pour que les personnes intelligentes puissent apprendre. Donc, vous savez, le monde a changé. Les choses peuvent aller plus vite, mais il y a toujours des difficultés. Des difficultés dans le sens où la technologie numérique est disponible et offre de nombreuses possibilités, mais trouver des personnes sincèrement bonnes, c'est la partie la plus difficile. Donc, dans chaque pays où tu vas, il y a des bonnes personnes et il y a des mauvaises personnes. Donc, tu ne peux pas te plaindre. Pour découvrir qui est qui, c'est quelque chose avec lequel tu devras lutter. Tu sais, même parfois dans ta propre famille, tu as des frères, ils peuvent t'abandonner. Donc, ce n'est pas une garantie. Mais à la fin de la journée, ces choses-là, un bon partenaire, un mauvais partenaire, tout ça va et vient dans la vie. Donc, tu dois prendre des risques, tu dois faire confiance. C'est un monde où, tu sais, tu te maries, tu as une femme, tu vas travailler, tu fais confiance à ta femme, tu continues, elle fait son propre travail, tu es censé faire le tien, mais il y a des problèmes, donc nous devons, donc quand les gens sortent, certains réussissent pour de bonnes raisons et d'autres échouent. Mais quand tu échoues, tu gagnes de l'expérience et c'est à ce moment-là que tu continues. Et grâce à tes erreurs, tu n'en fais pas une nouvelle. Je fais encore des erreurs, donc j'en parle. Tu sais, maintenant, je suis juste qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ensuite, ou je fais des erreurs rapidement. Mais c'est ça la vie, tu sais. Et chaque échec apporte un succès de plus. Alors, il faut, mais commencer petit et s'y mettre. Mais comme je l'ai dit, il faut avoir des connaissances. Il faut être concentré, quoi que tu veuilles faire. Essaye d'être le numéro 1 dans ce domaine. Donc, je veux cette partie. Donc, tu touches à l'importance du risque, sortir de la zone de confort et l'échec. Je pense que ces trois choses-là, surtout en Europe, ils sont presque un sacrilège. C'est difficile de toucher à ces trois choses parce que les gens ont peur. D'après ton expérience, tu as rencontré des leaders mondiaux, premiers ministres, présidents et présidents-directeurs généraux de grandes entreprises, etc. Comment? Et tu as dit que, bien sûr, ce que j'aime, c'est que tu es très honnête.
à ce sujet parce qu'il y a beaucoup de gens, peu importe leur succès, mais il y a toujours des gens et des défis. J'aimerais surtout pousser cela auprès de tous les autres parce que pour moi, c'est le plus important. Même pour moi, j'ai probablement appris plus avec l'échec qu'avec le succès, mais c'est très difficile. C'est très difficile de continuer. Donc, j'aimerais savoir comment tu vois cela, surtout avec ton expérience avec le club mondial des petites et moyennes entreprises, ainsi qu'avec le global et tout ce que tu as fait. Quels seraient les points forts, les choses spécifiques? Disons, si tu devais mettre en avant 3 ou 4 choses que tu voudrais que les gens qui nous écoutent retiennent. Tu sais, je discute un peu ici et là avec toi. Je pense que peut-être que tu es mon frère préféré et tu vois, ça, c'est comme si j'avais certaines forces. Tu as certaines forces et nous devons combiner nos forces. C'est la voie du succès. Si on peut trouver de bonnes personnes, tu sais, personne n'est parfait. Tu sais, il faut faire des compromis. J'essaie de voir le bon côté des gens. Le reste ne m'intéresse pas. C'est leur affaire. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, il faut qu'il y ait de l'honnêteté, du travail acharné et un certain feu, l'envie de faire les choses. Donc ça, c'est la première chose. Non, je me fiche que quelqu'un ait de l'argent ou tout ça. J'aime voir quelle est sa force et synergiser cela, trouver les bonnes personnes et foncer. Mais ce n'est pas facile. Tu comprends. Donc, il y a de bonnes personnes dans ce monde. C'est juste une question de trouver. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette plateforme où je me suis dit que nous serions plus actifs dans 3 mois, surtout grâce à ton aide précieuse et à notre collaboration. Personnellement, je pense que quand un bébé pleure, la mère va te nourrir le bébé, n'est-ce pas? De la même manière, je suis un champion, je travaille, personne ne le sait. C'est notre collaboration où nous avons pensé que notre message et ceux de nos amis, le message de chacun devrait être diffusé. Alors les gens reviennent vers nous pour savoir comment ils peuvent t'aider. Donc, nous voulons faire passer le message que, regardez, les petites et moyennes entreprises sont le plus grand secteur partout dans le monde. Nous sommes le gouvernement, nous sommes simplement là pour l'instant. Nous sommes juste des consultants. Nous guidons, nous aidons. Partout où nous trouvons une bonne opportunité, nous nous plaçons aussi là-bas, mais en ce moment, la meilleure chose, c'est que le gouvernement a besoin de conseils. Ils comprennent tous, oui, mais le ministre, lui, il a besoin de notre aide. Il n'y arrive tout simplement pas. Et maintenant, le problème, comme je te l'ai dit, c'est que, tu sais, j'ai beaucoup de privilèges d'une certaine manière. C'est que depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, tu sais, j'ai dû 7 ou 8 gouverneurs de banques centrales qui sont mes amis. J'ai eu 200 ou 300 présidents de banques parmi mes amis. Donc, je connais leur expérience. Je sais à quel point ils sont compétents. En passant du temps avec eux, j'ai parlé à ces présidents de banques qui n'étaient pas disposés à prêter de l'argent à aucune petite et moyenne entreprise. Il fut un temps où ces banquiers d'autrefois prenaient un plaisir à financer les gens et ils étaient heureux d'avoir contribué à bâtir un empire. Aujourd'hui, ils vous le reprendront dès qu'ils verront quoi que ce soit. Donc, j'ai rencontré ce genre de banquier. Vous savez, sur 100 banquiers, il n'y en a qu'un de bon, prêt à prendre des risques, prêt à travailler sincèrement, prêt à voir le potentiel. Le monde a changé, je suis désolé, mais je vous le dis, je l'ai vu. Ils vous prendront votre parapluie quand il pleut. C'est un dicton très populaire, donc je pense la chose la plus importante en ce moment, c'est d'obtenir. Là, je suis très heureux parce que partout où je vais, je trouve les gens aiment mon idée et c'est la raison pour laquelle j'ai maintenant terminé 35 livres sur les petites et moyennes entreprises dans 35 pays. Nous avons terminé un livre sur les petites et moyennes entreprises mondiales et du Commonwealth.
un plan directeur pour cela, parce que pour moi, c'est très excitant car je veux transmettre ce savoir. Je suis passionné par la transmission du savoir car je ne l'emporterai pas dans ma tombe. Ce que je veux, c'est au moins donner des idées aux gens. Ceux qui en profiteront, ce sera bien. Donc, pour moi, c'est là où nous avons tous les deux collaboré et je connais ta force, Denis. Et c'est pourquoi nous disons que c'est une personne partageant nos idées. Une plateforme où nous trouvons plus de personnes, les faisons venir, parce que je te le dis, le ciel est la limite, parce qu'avec les petites et moyennes entreprises, on ne peut pas se tromper. Donc, nous avons environ 25 secteurs, des secteurs industriels dans lesquels nous sommes spécialisés. De plus, mon principal atout est d'avoir des milliers de personnes venant de ces 25 secteurs. Donc, partout où nous allons, que ce soit en Inde, il y a des entreprises en Inde, il y a des entreprises au Bangladesh, au Pakistan ou à Singapour, et elles veulent toutes aller en Afrique, elles veulent toutes aller au Moyen-Orient, elles veulent toutes aller en Europe. Notre travail, c'est de les écouter, de les aider et de leur trouver les bons partenaires, les bonnes personnes. Avec cette technologie numérique, ce n'est pas difficile. Alors, je veux maintenant aborder ce que vous venez de mentionner, qui est essentiel pour moi. Le pouvoir des petites et moyennes entreprises, c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup, mais je pense que vous l'avez abordé d'une très bonne manière. On ne crée de la valeur que si on regarde l'autre personne, qu'on l'écoute et qu'on trouve une solution. Mais une petite et moyenne entreprise à l'heure actuelle, on parle beaucoup des startups. Il y a tout ce battage autour de ces entreprises à croissance rapide, ces licornes. Et il n'y a pas de battage autour des petites et moyennes entreprises. Je dirais que c'est un gros problème. Par exemple, j'ai mis en avant quelques réseaux de petites et moyennes entreprises et comme vous l'avez mentionné, l'importance de... En fait, je dis que l'une des choses que vous devriez transformer, c'est votre savoir en une école de petites et moyennes entreprises. Parce que le défi que je rencontre moi-même en tant que petite et moyennes entreprise, je vais vous donner un exemple dans un instant. Je ne suis pas un entrepreneur classique. J'ai créé la banque et j'ai beaucoup travaillé avec de grandes organisations. Je suis un leader d'opinion. Mais moi, en tant que président directeur général, je fais des erreurs tout le temps. Et la plupart de mes erreurs sont généralement du côté financier parce que si je ne travaille pas sur la trésorerie, j'ai des problèmes. Si je ne travaille pas ou si j'investis trop dans la technologie, j'ai un autre problème. Actuellement, le contexte est complexe, notamment sur le plan géopolitique. Mais en grandissant, c'était sans doute plus difficile, car voyager n'était pas simple. Aujourd'hui, je pense que beaucoup sous-estiment cela. À votre époque, il fallait être riche, persévérant et résilient pour voyager, car on passait des heures en voiture. Les moyens de transport étaient moins confortables qu'aujourd'hui. C'est pourquoi je respecte ce que nous considérons comme acquis, comme beaucoup de ma génération et des suivantes. J'aimerais donc parler de ces difficultés que vous avez constatées et de comment nous pouvons, texte incomplet, transmettre cela aux gens. Parce que vous avez mentionné que vous avez vos enfants, que votre père vous a confronté à la réalité. Et bien sûr, vous venez d'une bonne famille et vous aviez un père formidable, mais beaucoup de gens ne savent pas comment faire. Et surtout en ce moment, je pense que le plus grand défi auquel nous faisons face en tant que civilisation et en tant que société, c'est que nous faisons cela alors que l'intelligence artificielle prend forme et devient plus avancée que les humains à certains égards. Mais en même temps, les gens deviennent des zombies et je pense que c'est un gros problème. Donc, d'un côté, probablement quand vous développiez votre entreprise et dans votre carrière, les niveaux de propriété étaient bien plus élevés. Maintenant, les niveaux de propriété ne sont probablement pas aussi importants, mais les niveaux d'inégalité sont plus grands parce qu'aujourd'hui, il y a des gens avec une richesse extrême qu'autrefois, il fallait être roi ou appartenir à une famille très riche pour atteindre, et même dans le passé, il n'y avait pas assez d'emplois pour cela. Les choses que nous avons maintenant. Donc, j'aimerais aborder cet élément historique que je pense que les gens sous-estiment et vous avez beaucoup de connaissances et d'expérience à ce sujet. Denise, laissez-moi vous dire quelque chose. Comme je l'ai dit, le plus grand terroriste dans ce monde, c'est la pauvreté. Et la pauvreté augmente. Je vais vous donner un exemple. Quand nous avions ces objectifs du millénaire pour le développement, le docteur Chasse en parlait souvent, et vous n'allez pas le croire, c'était seulement la Chine qui en a profité et qui a pu réduire la pauvreté et 700 millions
Ils ont changé la version des objectifs du millénaire pour le développement en objectifs de développement social et tout ça. En parlant, on ne peut pas réduire la pauvreté. Honnêtement, selon moi, depuis les objectifs du millénaire pour le développement jusqu'à aujourd'hui, la pauvreté n'a pas baissé, mais augmenté. La Chine est le seul pays qui a très bien réussi. Mais ailleurs, la pauvreté augmente lentement et progressivement. La vie devient très chère. La classe moyenne ne s'en sort pas très bien. Donc, il y a de sérieux problèmes. Tu comprends? Je viens d'ailleurs et vois les choses autrement. Je vois des opportunités en Afrique, mais à la fin de la journée, on ne peut réussir qu'en agissant. Et la petite et moyennes entreprises est le seul rayon d'espoir que nous ayons, qui, si on s'y consacre sérieusement, vous savez, parce que mon problème est le suivant. Je me bats depuis les dernières 5 à 10 ans avec différents niveaux de personnes sur le même sujet. Ils sont tous d'accord. Ils sont tous d'accord et trouvent cela très bien, mais refusent de débloquer les financements promis. Le problème, c'est que les banquiers jouent aussi. Je suis désolé d'en parler, mais j'ai passé ma vie avec ces présidents. Presque personne n'était impressionné. D'accord? Parce que quand je leur parle, vous voyez, j'aime les gens qui aiment prendre des risques, tout bouleverser, mais eux, ils ne veulent pas faire ça. Donc, je ne comprends pas, ils ne sont pas prêts à donner de l'argent aux petites et moyennes entreprises, mais ils sont prêts à donner à une entreprise qui, dès qu'ils la prendront, ira en liquidation. Donc, c'est ça le vrai problème, je pense. Et une autre chose que j'ai apprise de mon expérience, c'est que ils veulent donner de l'argent aux entreprises. Le rôle des gestionnaires, c'est qu'ils vont le donner aux banquiers, peu importe, ils le donnent à une entreprise très grande parce qu'ils pensent qu'elle est grande et qu'elle va le multiplier et le faire fructifier. Une petite entreprise, ils devraient traiter avec 1000 petites entreprises. Ils se disent, eh bien, si on donne tout cet argent à cette seule grande entreprise, on est en sécurité. Donc, parfois, ça marche, parfois, ils échouent et tout disparaît. Voilà un autre problème que, vous savez, le financement est important, mais il doit être accordé au bon moment et pour la bonne cause. Donner des fonds une fois l'entreprise terminée ne sert à rien. C'est donc là-dessus que j'ai travaillé et je pense personnellement que ce qu'il faut faire, c'est collaborer. Donc, comme vous l'avez mentionné, il n'est pas nécessaire que la personne soit un expert en technologie. Elle peut aussi être quelqu'un de la finance, car il faut comprendre un rapport de faisabilité lorsque vous produisez un produit. Vous savez, quand vous lancez un projet, vous avez besoin de prévoir l'amortissement pour remplacer les machines. Il faut examiner vos coûts financiers et prendre en compte de nombreux aspects. Mais ce qui se passe généralement, c'est que les gens s'emballent, ils embauchent plus de personnes, il y a tellement de raisons. Parfois, le marché change, la situation évolue, le marché baisse et vous vous retrouvez avec un gros stock. Donc, il y a tellement de raisons. Parfois, je dis aux gens que quoi que je fasse, j'aime d'abord envisager la sortie au cas où quelque chose tournerait mal. Où est ma sortie? Vous savez, parce que nous avons l'expérience, nous comprenons que tout peut arriver. Croyez-moi, il y a, même si vous êtes la personne la plus intelligente du monde, vous pouvez tout prévoir, mais il peut toujours arriver autre chose. Et là, vous vous dites, oh mon Dieu, je n'y avais pas pensé. Donc, à la fin de la journée, il faut travailler et laisser le reste à Dieu. Vous savez, parce que nous ne sommes pas Dieu. Nous faisons ce que nous pouvons. Vous savez, je marche, un arbre peut me tomber sur la tête. Qu'est-ce que je peux faire? Je conduis, ma voiture peut avoir un accident. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, il faut penser aux imprévus. Il faut comprendre. En 1980, j'ai appris dans un avion à préparer une étude de faisabilité et j'en ai réalisé environ 300, voire plus. Mais je l'ai appris
J'ai compris qu'il faut, pour lancer un projet, préparer un rapport de 3 ou 4 pages pour montrer le résultat attendu. Sinon, agir à l'aveugle entraînera des problèmes. Donc, toutes ces choses sont importantes, mais vous savez, pour moi, j'étais là au bon moment quand je travaillais. J'avais ces choses. J'ai toujours pensé à ces jeunes qui travaillaient avec moi. J'ai vu leurs rêves. Quand ils ont été formés, leurs salaires ont été augmentés de 2 fois et demi. Quand ils ont quitté mon entreprise pour en rejoindre une autre, ils ont reçu 3 fois leur salaire parce qu'on pensait qu'ils venaient d'une entreprise basée sur la technologie. Ils avaient jamais vu ce genre de machine que j'avais, les meilleures des meilleures machines là-bas, et j'avais une ligne de transfert que j'utilisais pour produire. J'ai fabriqué environ 240 types différents de machines et je n'ai échoué qu'avec une seule machine. Pour tout le reste que j'ai développé, Dieu a été très généreux. J'ai travaillé dur, mais vous savez, il faut consacrer beaucoup de temps, d'efforts, de sincérité, et c'est ce que je dis aux gens. Regardez, quoi que vous fassiez, réfléchissez-y 100 fois, faites 100 fois la planification sur papier avant même de vous lancer. Donc, vous savez, moi, si les jeunes, il y a certaines choses que vous et moi ne pouvons pas faire. Si quelqu'un vient me voir et me dit, écoute, lance ce restaurant, tiens-toi là-bas, vous et moi, nous sommes ce genre de personnes. Il a dit, écoute, je ne peux pas le faire. Je vais venir faire ça, donc tu donnes un point, mais il y a de l'argent là-dedans, mais j'ai dit que je ne le ferai pas. Je ne vais pas juste rester là et demander aux gens de venir parce que je ne suis pas un jeune homme. Je ne peux pas le faire. Donc, ces jeunes, ils peuvent tout faire. C'est un bon signe, tu sais, mais il faut être prêt, tu sais, comme je l'ai appris chez mon père. Je suis né avec une cuillère en or. Je n'avais pas besoin de le faire, mais je l'ai fait parce que j'avais du feu en moi. Je voulais le faire. Donc, j'ai pensé que c'était important pour moi de le faire et par la grâce de Dieu, je ressens simplement, franchement, tout vient de Dieu, mais il faut être sincère, honnête et avoir des rêves, mais pas des rêves comme je veux devenir milliardaire ou devenir milliardaire. Tu vas travailler, tu ne penses pas à devenir milliardaire, tu ne marches pas sur les autres, tu ne triches pas. Ce n'est pas la bonne chose. Commence petit. Dans mon livre, j'ai un chapitre qui s'appelle Petit, c'est beau, mais je l'ai vu. J'ai lu beaucoup de livres sur le même sujet, mais c'est ce que je crois. Même une chose, petit, c'est beau. Il ne faut pas avoir honte. Il faut bien commencer quelque part et en ce moment, regarde, la population augmente partout dans le monde. Il y aura une pénurie de vêtements, il y aura une pénurie de nourriture. Des temps difficiles arrivent. Les opportunités sont là. Je veux dire, la population, tout le monde a besoin d'une maison, tout le monde a besoin de vêtements, tout le monde a besoin de nourriture. Ces 3 secteurs ne cesseront jamais. Donc, vous savez, c'est là que je travaille avec des personnes partageant les mêmes idées. Je discute avec elles, je forme une équipe solide et on y va. Je veux dire, c'est simple. Le centre de formation professionnelle joue un rôle important parce qu'il y a tellement de secteurs. Donc, quand on parle de centre de formation professionnelle, ce n'est pas qu'une seule chose. Il y a 50 secteurs là-bas où vous pouvez enseigner, et c'est tout. Et vous créez de nouveaux entrepreneurs. Sans entrepreneurs, c'est difficile. Écoutez, tout ce que je sais, c'est qu'il y a des milliers d'années, quelqu'un a inventé la roue. Donc, l'histoire a commencé avec 7 entrepreneurs. Aujourd'hui, on utilise ce mot comme un mot à la mode. Mais je vous le dis, mon père n'était pas un entrepreneur. Mon grand-père était un entrepreneur. Vous voyez, il y avait des gens qui inventaient des choses à une époque où il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien. Mais il y a toujours eu des personnes créatives qui ont accompli des choses. Je trouve ça fantastique. Donc, je tiens à vous remercier pour toute cette inspiration, surtout pour la passion que vous mettez
dans les petites et moyennes entreprises et dans le monde, nous allons organiser encore plus d'activités. Une chose que je pense que vous avez abordée, c'est comment financer une petite et moyenne entreprise, comment la rendre plus résiliente et comment créer un esprit petites et moyennes entreprises. Cela peut sembler anodin, mais c'est très important. Et surtout, le diable se cache toujours dans les détails. Je pense que vous avez raison. Je suis sûr d'une chose. Une fois qu'on a une bonne équipe, ce n'est pas très difficile parce qu'évidemment, votre expérience, mon expérience, l'expérience d'autres personnes, quand on va vers les gens, si nos objectifs sont clairs, le problème, c'est qu'il y a de mauvaises personnes au mauvais endroit. C'est ça le problème. Si vous pouvez résoudre ce problème et vous présenter avec des idées simples sur la façon de procéder, je pense que ce sera un exercice formidable et nous travaillons, nous progressons. Rencontrer des personnes comme vous est toujours un grand plaisir et nous avons besoin de centaines de personnes comme vous et c'est tout ce que nous recherchons. Merveilleux, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était un honneur. Nous mettrons tous les liens vers tous les sites web pour les personnes qui nous écoutent, comment vous contacter, ainsi que sur les événements et les différentes choses que vous faites, parce qu'il y a beaucoup de choses, et vos publications également que nous allons promouvoir davantage sur cette chaîne et dans notre série. Merci.